Alors, avant de commencer, je voudrais d'abord adresser mes félicitations pour la Ligue marocaine de lutte contre le diabète. Et bien entendu, je ne peux pas ne pas citer notre ami qui s'occupe pour le moment de cette ligue et qui a eu la gentillesse de m'inviter à venir vous parler de cela. Alors, il y a l'insuffisance cardiaque, bien sûr, et certains parmi vous, je suis sûr, ont dû faire un stage en cardiologie et connaissent un petit peu l'insuffisance cardiaque. Mais d'autres, peut-être, n'ont pas eu cette chance de passer pour un stage de cardiologie, ce qui est regrettable parce que la cardiologie est une très très belle spécialité. Alors moi, ce que je vais faire, je vais surtout essayer, si vous voulez, de voir quelles sont les relations qui existent entre l'insuffisance cardiaque et le diabète. Surtout les relations. Je vais passer rapidement en revue, si vous voulez, quelques plaques sur l'insuffisance cardiaque. Mais je n'ai pas l'intention de traiter l'insuffisance cardiaque à proprement parler, parce que si on devait le faire, il faudrait toute une journée pour parler de tous les aspects de l'insuffisance cardiaque. Alors, donc, je vous le répète, c'est surtout les relations entre le diabète et l'insuffisance cardiaque qui m'intéressent et qui, j'espère, vous intéresseront. Alors, la première plaque, eh bien, cette première plaque, je ne la commente pas parce qu'elle a déjà été présentée par mon ami Dr Sfar. Donc, c'est la définition du diabète selon l'Organisation mondiale de la santé. Mais enfin, vous venez de voir une très belle, si vous voulez, définition du diabète. Et cette deuxième plaque non plus, je ne vais pas la commenter parce qu'elle a été déjà largement commentée, diabète type 1, type 2, gestationnel, etc. On vient à peine de terminer les questions avec le gestationnel et on passe à la troisième plaque. Donc, une définition de l'insuffisance cardiaque, rapidement, on dit qu'il y a une insuffisance cardiaque lorsque le cœur perd sa force musculaire et sa capacité de contraction. Il ne pompe plus suffisamment de sang pour permettre aux organes du corps de recevoir l'oxygène et les éléments nutritifs dont ils ont besoin. En particulier le glucose qui est essentiel à leur fonctionnement. Alors, j'attire d'emblée votre attention sur un fait important, c'est que souvent, avant que les malades ne se mettent en insuffisance cardiaque, ils ont déjà une dysfonction ventriculaire gauche. Et le diagnostic de cette dysfonction ventriculaire gauche est importante pour l'avenir. Et en tout cas, très importante pour l'avenir des relations entre le diabète et l'insuffisance cardiaque. Dysfonction ventriculaire gauche, vous pouvez m'arrêter pour me dire qu'est-ce que c'est, etc. Ne vous privez pas, mais vous pouvez aussi poser des questions à la fin, faites ce que vous voulez. Là, je suis là pour répondre à toutes vos questions dans la mesure du possible. Alors, la plaque suivante. Alors, il y a un certain nombre de variétés d'insuffisance cardiaque. Il y a l'insuffisance cardiaque aiguë, l'insuffisance cardiaque chronique, tout le monde connaît ça. Il y a l'insuffisance cardiaque gauche, l'insuffisance cardiaque droite, l'insuffisance cardiaque globale. Là aussi, je suppose que tout le monde connaît ça. Et il y a surtout l'insuffisance cardiaque systolique. Et de plus en plus aussi, on parle de l'insuffisance cardiaque diastolique. Alors, on avait du mal, si vous voulez, à étiqueter l'insuffisance cardiaque diastolique comme l'insuffisance cardiaque diastolique. On avait trouvé un terme, si vous voulez, c'est le terme qui est utilisé actuellement par toutes les instances internationales. On dit l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée. La fraction d'éjection n'est pas altérée. Ces malades ont une fraction d'éjection au moins autour de 50%, ce qui est un peu tout à fait normal, parfois même plus, 60%, mais ils sont, si vous voulez, en insuffisance cardiaque. On verra pourquoi. On verra pourquoi. Alors, les données épidémiologiques, on considère, si les diabétologues sont d'accord avec moi, que 25 à 40% des insuffisants cardiaques
d'après le nombre d'études, sans diabétique. 25 à 40% des insuffisants cardiaques sont diabétiques. Alors, dans l'étude de Framingham, l'étude de Framingham est une vieille étude qui a été faite par les Américains en longtemps. Alors, mais cette étude est restée quand même utilisable. On utilise encore, si vous voulez, l'étude de Framingham. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que les diabétiques avaient 2 fois plus de risques que la population générale de développer une insuffisance cardiaque s'il s'agit d'un homme et 5 fois plus s'il s'agit d'une femme. 5 fois plus. Alors, l'association diabète-insuffisance cardiaque est indiscutablement une association morbide. Rien de pire pour le cardiologue que d'avoir une cardiopathie associée à un diabète. C'est notre gros problème. Et c'est d'ailleurs le problème un petit peu partout dans le monde entier parce qu'il n'y a pas un congrès qui se tient quelque part du nord du monde jusqu'au sud où on ne trouve pas le problème du cœur associé au diabète. C'est quelque chose qui se fait régulièrement, tout le temps, toutes les années et à chaque occasion. Plaque suivante. Alors, la fonction du cœur, là, je vous rappelle quelque chose que vous devez connaître quand même. Le cœur a 2 temps. Hein, c'est une machine à 2 temps. Le premier temps est un temps systolique. Le deuxième temps est un temps diastolique. Alors, systolique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le sang qui se trouve dans le ventricule gauche est éjecté dans la périphérie, aussi bien dans la tête que le reste du corps, pour irriguer tous les organes de l'organisme. C'est la systole. Et puis, il y a la phase de repos. Alors, bon, l'éjection, bien sûr, quand il s'agit du ventricule gauche, il va éjecter dans l'aorte, évidemment. Et quand il s'agit du ventricule droit, il éjecte dans l'artère pulmonaire. D'accord? Et la phase de remplissage de sang qui provient des veines pulmonaires pour aller vers l'oreiller gauche et qui vient des veines caves pour passer dans l'oreillette droite, le ventricule droit et la circulation pulmonaire. Alors vous voyez que finalement le cœur, il se repose pas mal, hein, il se repose pas mal parce qu'il réserve seulement 1/3 de la durée pour la systole et 2/3 pour la diastole. Il se repose puisqu'il ne travaille pas. Alors, je voulais vous parler de physiopathologie. Je me suis dit, si je lance dans la physiopathologie, on risque de passer un temps pour la... Alors, plutôt que de parler de physiopathologie, je vais quand même vous rappeler quelque chose qui a son importance pour la suite de l'exposé. Cette chose, c'est l'irritation, si vous voulez, du cœur par ses artères. Le cœur assure l'irrigation de tous les organes. Vous savez, à partir du ventricule gauche, le sang passe dans l'aorte et passe ainsi que tous les organes de l'organisme. Hein? C'est entendu. Mais ce cœur qui travaille a besoin lui aussi d'être nourri, d'être oxygéné. Il faut qu'il soit oxygéné, il faut qu'il soit nourri. Et sa nourriture, il vient de ses propres artères à lui. Ces artères, je ne sais pas si vous vous souvenez un petit peu encore de l'anatomie que vous avez fait en première année, c'est assuré par ce qu'on appelle les artères coronaires. Et les artères coronaires, rapidement, je vous rappelle qu'il y a un droite et qui irrigue, si vous voulez, la face latérale postérieure et inférieure du cœur, et la coronaire gauche qui se divise en deux, en interventriculaire antérieur qui irrigue la face antérieure du cœur et le septum, et la circonférence gauche et qui irrigue la paroi latérale et le côté gauche, si vous voulez, de la paroi postérieure. Alors, voici, si vous voulez, ce dont je parlais tout à l'heure, l'insuffisance cardiaque. Il y a les 2 grands mécanismes, l'insuffisance cardiaque systolique et l'insuffisance cardiaque diastolique. Alors, je vais résumer, pour ne pas que vous essayiez à lire tout ce qui est écrit. Pour l'insuffisance cardiaque systolique, c'est que le cœur
a du mal à envoyer du sang dans tout l'organisme. Parce qu'il est fatigué. C'est une atteinte myocardique ventriculaire gauche qui fait que le cœur ne peut plus envoyer la quantité de sang suffisante pour souvenir de l'organisme. Les maladies valvaires, les myocardiopaties, les valvulopathies, etc. Les arythmies. Et puis, il y a l'insuffisance cardiaque diastolique. Vous vous rappelez tout à l'heure l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réservée. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, le cœur, pour qu'il puisse envoyer du sang, il faut qu'il en reçoive. Et il en reçoit au niveau, si vous voulez, par les veines pulmonaires, au niveau de l'oreillette gauche. Eh bien, et puis ça passe au niveau du ventricule gauche. Eh bien, il faut que ce ventricule gauche se remplisse correctement, hein, pour que, si vous voulez, l'irrigation se fasse correctement. Or, malheureusement, le remplissage du ventricule gauche au cours de cette maladie, qui est l'insuffisance cardiaque diastolique, hein, le remplissage ne se fait pas correctement, donc automatiquement, l'éjection s'en ressent. Hein, il y a une relation entre l'éjection et le remplissage. Donc, c'est une maladie de remplissage du ventricule gauche, dont on va voir quelques causes. Hein. La suivante. Alors, ça aussi, je vais aller très vite. Hein. Ce sont les causes de l'insuffisance cardiaque. Vous voyez les myocardiopathies. En ce moment, pas la cardiopathie ischémique, bien sûr, c'est les cardiopathies en relation avec une insuffisance coronaire. Hein, d'accord? Les valvulopathies, les cardiopathies rythmiques, les maladies du péricarde et certaines cardiopathies congénitales. Alors, comment se présente l'insuffisance cardiaque sur le plan clinique? Ça, vous le connaissez tous. Les gens se sentent essoufflés, ils se sentent fatigués, ils ont parfois des toux, parfois ils prennent du poids. Pourquoi ils prennent du poids? Parce qu'il y a une dame, si vous voulez plus ou moins généraliser, ils ont des hépatalgies, évidemment, c'est un signe d'insuffisance cardiaque, quoi. Droite, bien sûr, droite, hein, etc. Alors, il faut rappeler à ce sujet cette fameuse classification de la New York Heart Association. Sûrement ceux qui sont passés en cardiologie la connaissent. C'est une classification très ancienne, là encore, une classification américaine, new-yorkaise même, et qui reste jusqu'à nos jours. Hein. Elle n'a pas disparu complètement et qui se divise en 4 étapes. L'étape 1, l'étape 2, l'étape 3 et l'étape 4. Et on va de la symptomatologie clinique la plus faible jusqu'à la symptomatologie clinique la plus forte. Stade 4, le malade est alité, il ne peut plus bouger, etc. Plaque suivante. Alors, quelle est l'hypothèse? Alors, on a deux éléments. L'écho cardiaque. L'écho cardiaque a été une révolution, une véritable révolution pour nous autres cardiologies, pour nous autres cardiologues, pardon. Ah, c'est une véritable révolution. Et si vous voulez, on peut, avec l'échocardiographie, explorer la fonction systolique et la fonction diastolique. Alors, la fonction systolique, c'est facile. C'est facile, on fait une fraction d'éjection. C'est tout. La fraction d'éjection est suffisante pour dire s'il n'y a pas une insuffisance cardiaque. La fraction d'éjection normale, si vous voulez, autour de 60-65%, entre 60 et 70% parfois, mais même dans les limites inférieures, 55%, etc., on reste un petit peu hésitant pour dire que c'est quand même pas tout à fait ça, mais il faut être autour de 60% pour dire que la fraction d'éjection est normale. Alors maintenant, l'écho pour la fonction diastolique, ben, ça c'est beaucoup plus difficile, hein, parce que l'écho utilise un certain nombre de paramètres qui sont assez complexes et qui nous font difficile de vous ayez une base, si vous voulez, de connaissances échocardiographiques pour comprendre
ce que je suis susceptible de vous expliquer sur l'écho pour l'exploration de la fonction diastolique. Hein. On explore la fonction diastolique avec l'écho, mais les paramètres, vous voyez, ils sont très nombreux. Et il est difficile de passer inscrit ici. Donc, alors, en dehors de l'écho, qui explore la fonction systolique et la fonction diastolique, comment on appelle, il y a le dosage. Qui permettent même la sévérité et le pronostic de cette insuffisance cardiaque. En général, c'est inférieur à 400 le chiffre, je ne sais pas quel chiffre vous avez vous, mais on peut arriver avec des insuffisances cardiaques à des chiffres beaucoup plus importants, autour de 4000 parfois, 3000, 4000. Et c'est, si vous voulez, la cinétique de dosage qui est importante. Quand on voit que quelqu'un qui était à 3000 descend à 1000, on dit bah, c'est bien. Hein, l'évolution risque d'être favorable. Mais quand on voit quelqu'un à 2000 monter à 4000, le pronostic est beaucoup moins bon. Hein, il est même mauvais. Alors, le dosage de la BNP, c'est facile à faire. Hein? Ne le faites pas, vous. Alors, plate suivante. Alors, le BNP, c'est bien, parce que c'est uniquement une prise de sang. Hein? On va pas discuter si c'est sur l'état ou si c'est plasma. Mais ce qui est important à savoir, c'est que ça n'est pas spécifique. Ça n'est pas spécifique parce qu'il y a plein de pour que l'unité s'élève sans que ce soit vous voyez, que les chiffres élevés, on a comme accident vasculaire cérébral, insuffisance rénale, etc. Donc il faut éliminer tous ces hypothèses diagnostiques. Dans le cadre du diagnostic de l'insuffisance cardiaque. Alors, maintenant, on va commencer, si vous voulez, la partie que je voudrais voir le plus avec vous. C'est la relation entre l'insuffisance cardiaque et le diabète. Alors, l'insuffisance cardiaque chez les diabétiques est corrélée au taux d'hémoglobine. Et ça, les pathologues ne le savent pas encore, même actuellement. Il y a une corrélation de l'insuffisance cardiaque au taux d'hémoglobine glyquée. Et il a été démontré dans une étude qui a quand même dans 56 diabétiques que notre relation de 1% de l'hémoglobine s'associe à une augmentation de 8% du risque d'insuffisance cardiaque. Alors, plus encore, si on veut la relation entre l'insuffisance cardiaque et le diabète, mais même entre l'insuffisance cardiaque et la glycémie tout court. Relation entre la glycémie et l'insuffisance cardiaque. Plate suivante. Alors, l'insuffisance cardiaque favorise la survenue du diabète. Pourquoi? Là, c'est une explication qui est avec une hésitation par il dit que l'explication est qu'il y a une valve de constriction sympathique et cette valve de constriction sympathique au cours de l'insuffisance cardiaque induirait une insulinorésistance. Vous connaissez ça? Non. Vous connaissez ça? Alors, on dit aussi que le diabète est le plus puissant facteur de mauvais pronostic. Vous voyez que les diabétologues, c'est mauvais pour nous. C'est le diabète. Alors, surtout quand il s'agit d'un diabète insulinodépendant. Qu'est-ce qu'on dit encore? Le diabète insulinodépendant est un facteur de mauvais pronostic, de pronostic péjoratif.
surtout après un syndrome, une infarctus du myocarde, un syndrome coronaire aigu, et lorsque l'insuffisance cardiaque est une insuffisance d'origine ischémique. Voilà, coronarienne. Très bien. Allez-y. Alors, comment agit la maladie coronaire par les deux choses que vous connaissez très bien, que tous les diabétologues associent, la macroangiopathie et la microangiopathie. Alors, la macroangiopathie, c'est une atteinte des gros troncs coronaires dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est pour ça que j'en ai parlé. Coronaire droite, interventriculaire antérieure, ventriculaire gauche. Il y a donc de l'athérome qui couvre la paroi interne de ces artères. Cette plaque d'athérome grossit avec le temps, jusqu'à parfois arriver à boucher complètement l'artère en question. Et lorsque l'artère en question est bouchée, et on sait que l'artère irrigue tel territoire ou tel autre territoire, qu'est-ce qui arrive à ce territoire? Plus que ça parfois. Il est ischémique dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, une nécrose myocardique. Une nécrose myocardique, l'infarctus du myocarde. Alors, la microangiopathie, c'est l'atteinte des petits vaisseaux. Longtemps, on ne savait pas que c'était, si vous voulez, la microcirculation qui est à l'origine de certaines maladies du cœur. On appelait ça le syndrome X, quelque chose inconnu, étiologie inconnue. Et puis on s'est rendu compte que finalement, la microcirculation, les petits vaisseaux sont impliqués, si vous voulez, dans l'évolution péjorative d'une insuffisance cardiaque. Donc la microangiopathie, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les tout petits vaisseaux voient leur paroi basale, si vous voulez, s'épaissir, donc pour fermer un petit peu plus la lumière, et donc il se produit aussi une raréfaction de ces micro-vaisseaux, hein, bien qu'en mauvais état. Et puis, il se produit aussi une atteinte endothéliale de ces vaisseaux. Alors, cette microangiopathie contribue largement, si vous voulez, à l'évolution de la maladie chez les insuffisants cardiaques. Alors, l'hypertension, pourquoi l'hypertension? Parce que, comme vous le savez, l'hypertension est souvent associée au diabète. Ça, vous devez le savoir, puisque on est là avec les diabétologues, hein. Ils savent qu'il y a un diabète, il faut chercher aussi une hypertension artérielle. Et l'hypertension artérielle a une prévalence donc, chez les diabétiques. Elle est à l'origine d'un remodelage. Remodelage, on va dire tout à l'heure qu'est-ce que c'est. Un remodelage du ventricule gauche qui est à l'origine d'une dysfonction myocardique. Dysfonction dont je vous ai parlé tout à l'heure. Hein, dysfonction, il faut la retenir. Alors, le remodelage, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le cœur, si vous voulez, quand il est un petit peu insuffisant, qu'est-ce qu'il fait? Il s'allonge. Il s'allonge. Pourquoi? Ben, il s'allonge, si vous voulez, en se souvenant d'une théorie qui avait été émise il y a longtemps et qui dit que l'énergie de contraction est fonction de la longueur de la fibre avant la contraction. Et cette énergie de contraction augmente avec la longueur de la fibre jusqu'à un seuil à partir duquel l'énergie diminue. Alors cette loi, est-ce que vous vous souvenez qui l'a émise? Est-ce que quelqu'un est capable de me dire quel est le nom de celui qui a mis au point cette loi? Hein? Oui? Pas seulement Starling, il y en a deux. Frank Starling. Bien, c'est bien, c'est bien. Vous avez déjà dit dans la moitié, c'est déjà pas mal. Voilà.
Alors, quand il y a une hypertension, à ce moment-là, la paroi du muscle cardiaque s'épaissit, il est difficile d'étirer. Le cœur aura du mal à s'étirer pour faire le bon remodelage. C'est un mauvais remodelage. Voilà. Et c'est l'hypertension. Alors, la néphropathie diabétique, vous savez aussi qu'il y a toujours une néphropathie vénéque qui peut induire une hypervolémie et participer à la genèse ou à l'aggravation de l'insuffisance cardiaque. Et puis il y a la neuropathie qui explique les formes cliniques de ce qu'on appelle l'ischémie silencieuse. Vous savez ce que c'est qu'une ischémie silencieuse? Et comment on va faire le diagnostic? Hein? La troponine. Là, quand ça n'est, la troponine, quand il y a une nécrose myocardique, vous allez avoir des troponines élevées. Mais quand c'est uniquement une ischémie, parce qu'une paroi peut être touchée sans être détruite. Hein? Au stade de l'ischémie, on espère qu'elle n'est pas détruite complètement. C'est pour ça qu'on fait des tests d'effort pour montrer que la zone en question est encore vivante et qu'on peut ponter, qu'on peut dilater, etc. etc. D'accord? Alors l'ischémie silencieuse, certains en disent, c'est vrai un petit peu, c'est l'ECG, mais l'ECG va les troubles de la repolarisation. Et les troubles de la repolarisation ne sont pas suffisants pour poser le diagnostic d'une cardiomyopathie. C'est pas suffisant. Il faut une grâce d'avoir, si vous voulez, des troubles de la repolarisation. Mais la chose qui peut arriver, c'est que on voit, c'est certaines malades, parfois, une repolarisation normale, une semaine après, on refait, si vous voulez, une surveillance de 24 heures, et on se rend compte que la repolarisation n'est plus normale. Elle était normale une semaine, elle n'est plus normale. Une semaine après, cela veut dire que c'est probablement une ischémie. Et la plupart du temps, on ne se trompe pas. Hein? Mais ça longtemps posé des problèmes de diagnostic au cardiologue d'ischémie silencieuse du diabétique. Alors, ces malades peuvent faire une dysfonction systolique, 25% des diabétiques, et ils peuvent faire, si vous voulez, une dysfonction à l'occasion d'une rétention ou d'une instabilité en général. C'est le facteur qui précipite, si vous voulez, la dysfonction diastolique, elle est intéressante parce qu'on la connaît depuis pas très longtemps d'une part, et d'autre part, il y a une association très importante avec le diabète. Elle est notée chez 50% des diabétiques. 50% des diabétiques présentent une cardiaque diastolique. Alors, ça a été mis, bien sûr, en évidence par les techniques de l'ultrason, qui montrent, si vous voulez, une dysfonction diastolique en jugeant, si vous voulez, sur la partie de l'écho que je ne vous ai pas montré tout à l'heure, enfin que je vous ai montré, mais que je ne vous ai pas expliqué, considérant que c'était un petit peu trop long. D'accord? Plaque suivante. Alors, maintenant, on passe à un chapitre très important aussi, la myocardiopathy diabétique. On connaissait longtemps les myocardiopathie de surcharge, l'amylose. On connaissait des cardiomyopathies rythmiques, comment ça s'appelle? Rythmique, le mot me revient, hein, me reviendra. Et puis, on connaissait aussi les myocardiopathies virales. Surtout après une infection virale, il peut rester des signes inflammatoires. Et là, le pronostic est bon, parce qu'il suffit de donner des anti-inflammatoires, et en particulier de la corticothérapie, pour guérir ces malades.
Mais il y a d'autres myocardiopathies, et en particulier la myocardiopathie diabétique que nous avons commencé à connaître. Hein? Alors, qu'est-ce que c'est que la cardiomyopathie diabétique? C'est une dysfonction du ventricule gauche chez un diabétique en l'absence de coronaropathie, d'une hypertension ou de toute autre cause connue d'insuffisance cardiaque. Alors, qu'est-ce qui est en cause dans ces cas-là? Il y a une lipotoxicité et une glucotoxicité. La glycation des protéines, c'est une fixation non enzymatique sur le glucose, sur les protéines. Et il y a une dysfonction mitochondriale. Alors, cette glycation des protéines est importante parce que ça entraîne des modifications structurelles des protéines myocardiques, surtout celles qui sont impliquées dans le couplage excitation. Je m'excuse de ne pas de venir avec vous jusque-là, mais enfin, surtout celles impliquées dans le couplage excitation-contraction. Et il s'ensuit donc une diminution de la contraction des sarcomères. Les produits terminaux de la glycation activent en plus des phénomènes inflammatoires. Phénomènes inflammatoires, produits de la glycation, lipotoxicité, glycotoxicité, et on en ajoute d'autres. Hein? Allez-y. Alors, les acides gras circulants, leur augmentation, leur utilisation, leur oxydation au niveau myocardique entraîne une surcharge lipidique du myocarde. C'est une véritable stéatose, comme la stéatose hépatique que vous connaissez bien. Et il y a une lipotoxicité. Les lipoprotéines sont aussi à l'origine d'une dysfonction des mitochondries cellulaires, à l'origine là aussi d'un état inflammatoire. Autre modification, il se produit une modification du système rénine-angiotensine-aldostérone et il intervient la neuropathie responsable d'une ischémie silencieuse. Tous ces remaniements conduisent à quoi? À une apoptose. Vous savez ce que c'est que l'apoptose, hein? La mort cellulaire. Hein? La mort cellulaire avec nécrose myocardique et développement d'une fibrose interstitielle. Et quand on arrive au stade de fibrose, et ça c'est un petit peu ce que les cardiologues ont essayé de comprendre ces dernières années grâce à l'imagerie, grâce à l'IRM, on arrive à savoir exactement comment se porte le myocarde et est-ce qu'il y a une myocardiopathie ou non. Ça, c'est vraiment quelque chose qui a été adopté complètement par les cardiologues et l'examen, l'imagerie est actuellement demandé. Alors, on ajoute toujours dans le cadre de cardiomyopathie le ventricule gauche après un IDM et devient rigide. La rigidité, si vous voulez, du ventricule gauche, qui est moins apte à se dilater, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, il ne peut pas s'étirer, il est rigide. Ou il est hypertrophié, ou il est rigide. Hein, chez les diabétiques. Donc, ces problèmes de remodelage dont on a parlé tout à l'heure. Rôle donc de la fibrose myocardique qui entraîne une augmentation aussi de la rigidité et le dépôt des produits terminaux glyqués, l'HTA, la rigidité artérielle, contribue à la diminution de la compliance myocardique à l'origine d'une dysfonction diastolique. La compliance, vous savez ce que c'est. Vous avez un ventricule qui est comme ça, hein? D'accord? Alors, quand le sang arrive de l'oreillette vers le ventricule doit s'étaler, s'élargir pour permettre une arrivée facile du sang. Alors, quand il est rigide, eh bien, il ne peut plus faire ce mouvement. Il reste coincé et donc le remplissage ventriculaire ne se fait pas correctement et les malades, si vous voulez, tombent en insuffisance cardiaque parce que pour que la fonction systolique soit assurée, il faut que la fonction diastolique se fasse correctement. Alors, je vais rapidement passer sur quelques considérations thérapeutiques. C'est unique
simplement pour vous dire combien le traitement d'un des lignes de maladie retentit sur l'autre. Alors, vous savez que l'insuffisance cardiaque, c'est problème rénine, angiotensine, aldostérone, et donc les médicaments que l'on donne sont toujours les mêmes, les inhibiteurs d'enzymes de conversion, les ARA2, les spironolactones, etc., etc. Alors, voyez, d'abord, pour les bêta-bloqueurs, le carbidilol, qui est un... Je ne sais pas si vous connaissez ce bêta-bloqueur, vous le connaissez? Vous l'utilisez? Ah, il est à la mode, hein, le carbidilol. Prescrit pour un traitement de l'insuffisance cardiaque réduit le risque d'apparition du diabète. Ça a été démontré par des études sans discussion. Intérêt de bêta-bloqueurs dans le traitement de l'insuffisance cardiaque. Alors, maintenant, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, les IEC. Hein. Les IEC, on a démontré que chez les patients non diabétiques, avec ou sans insuffisance cardiaque, les IEC préviennent le diabète. Ce sont 3 études au moins qui ont fait ce travail et qui sont arrivées à ces conclusions. L'étude Solve, l'étude HOP, etc., etc. Alors, mais les IEC, bien sûr, peuvent exposer à une insuffisance rénale et à une hypotension orthostatique. Plaque suivante. Alors maintenant, les ARA2. Vous connaissez les ARA2? Hein? C'est quoi un ARA2? Dites-moi, puisque vous levez la tête. Hein? Comment? Non, mais les ARA, c'est un médicament. Ça veut dire quoi, ARA2? Magnifique. Donc, même si je n'entends rien, c'est que vous le savez. Bon, d'accord. Alors, je commence par le camp des Artans, qui a assuré la prévention au cours du traitement de l'insuffisance, la survenue d'un diabète. Dans 40%, quand on utilise, si vous voulez, le camp des Artans sur une insuffisance cardiaque, dans 40% des cas, on prévient l'apparition d'un diabète. Ça, les diabétologues, même les chefs, doivent... Hein, le losartan, qui lui aussi est un arabe, c'est pas la question des infos, a réduit le risque d'insuffisance cardiaque chez les diabétiques. Vous voyez que ça se fait dans un sens et dans l'autre. Alors pourquoi? Le mécanisme de l'effet préventif sur l'apparition du diabète. Regardez, on a été chercher des pinairies. Il y a une augmentation du taux d'équilibre. L'augmentation du taux d'équilibre entraîne une augmentation de la production des prostaglandines et de l'acide nitrique qui améliore la sensibilité musculaire à l'insuline. Et c'est comme ça qu'on prévient le diabète. Alors, il y a en plus une augmentation de la captation du glucose sous l'effet de l'insuline. C'est pas grave, c'est pas grave. Enfin, il y a une augmentation du débit musculaire qui est le cible d'action. Alors, toujours, maintenant les spironolactones, ils ont un effet intéressant sur le myocarde en cas de dysfonction. Pourquoi? Parce qu'ils diminuent les contraintes et l'acoustique myocardique. Vous voyez jusqu'à quel point les cardiologues ont été dans l'utilisation des ultrasons, une diminution de l'acoustique myocardique. Hein? C'est pas beau ça? Suggérant une réduction de la fibrose myocardique. C'est pas seulement une acoustique, mais c'est parce que ça traduit la diminution de la... il y a bien sûr un risque d'hypercalémie chez les diabétiques en insuffisance. Et puis, les casseurs de il ne casse rien pour le moment. Non. Pour le moment, ça n'a pas encore été utilisé, ça n'a pas donné de résultat, donc oubliez-le jusqu'à nouvel ordre. Alors, le traitement antihistaminique, l'utilisation des statines. Alors maintenant, l'école américaine avait été à la première à lancer cette idée, c'est que chez un diabétique, systématiquement, on doit le mettre sous statine. Je ne sais pas si vous êtes d'accord ou non,
Mais enfin, c'est ce que disent les Américains, ils ont appuyé dessus, et ils ont été un petit peu même repris par les Européens. Hein? Diabète, surtout un diabète insulinodère, il faut mettre le malade sous statut. La revascularisation myocardique, bien sûr, pour traiter l'insuffisance cardiaque, quand elle est d'origine ischémique, qu'est-ce qu'on a comme technique? Il ne faut pas lire, il faut dire. Hein? Hein? Pas un stent, quoi? Quoi stent? C'est l'angioplastie. L'angioplastie avec pose de stent. Ou alors le pontage orthocoronaire. Ou alors le pontage coronaire. Mais moi j'ai vécu depuis quelques années sur quand on a l'indication d'une revascularisation chez un cardiaque diabétique, moi j'ai toujours poussé à faire un pontage orthocoronaire et non pas une angioplastie. Parce que tu fais une angioplastie, tu titilles un petit peu l'artère et puis tu mets le stent, tu sors. Dès que tu es sorti 1 ou 2 mois ou 3 mois après, il y a une reséance, malgré le traitement anticoagulant. J'ai une coronarographie, mais je crois que j'aurais du mal à la projeter parce que je n'ai pas le logiciel qu'il faut. La coronarographie d'une malade, si vous voulez, qui a une coronaropathie et qui a un diabète, bien sûr. Et donc on l'avait présenté au staff et certains avaient dit, selon les recommandations et on peut faire soit l'angioplastie, soit le pontage orthocoronaire. Moi j'ai dit non, c'est malade de se repérer. Ils avaient bien raison, parce que 2 mois après qu'il ait été angioplastie, avec une séance. Et la rosténose. Et ceux qui avaient fait la première angioplastie ont dit, on va refaire, parce que les recommandations, j'ai dit, les recommandations, ça suffit. Un malade, c'est un malade de part. Hein. Il ne rentre pas dans les généralités des protocoles, des machins, etc. Alors ça, c'est le diabète pur et dur que je le laisse pour soin de nos diabétologues. Et je passe à la conclusion, ce sera la dernière plaque. Voilà. Alors la conclusion, c'est pour prévenir les patients qui présentent une intolérance au glucose, la survenue d'un diabète. Hein. Il faut, chez les patients diabétiques, détecter précocement une dysfonction myocardique et contrôler parfaitement le diabète pour éviter son apparition. Chez les insuffisants diabétiques, il faut optimiser le traitement médical afin que ces patients en retirent le même bénéfice que les insuffisants cardiaques non diabétiques. Je vous remercie pour votre attention.